complètement modulable national ou international avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Dans de nombreux pays encore, l'interruption volontaire de grossesse ou avortement provoqué est interdite. Au Burkina Faso, elle constitue un délit et est condamnable d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende pouvant atteindre 1 500 000 francs CFA. Malgré l'interdiction, les avortements se pratiquent au quotidien. Au niveau mondial, on estime chaque année à 80 millions les grossesses non désirées qui se terminent par des avortements de fortune dans des conditions sanitaires, d'hygiène et de sécurité précaires, entraînant au moins 70 000 décès. Au Burkina Faso, en 2012, environ 105 000 avortements ont été pratiqués, estimant le taux d'avortement national de 25 pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans. L'avortement clandestin occupe la 4e place de décès maternel au Burkina Faso. C'est dire que la situation est préoccupante, d'où l'intérêt de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous professeur Charlemagne Ouedraogo. Professeur Ouedraogo est gynécologue, chef de service de gynécologie à l'hôpital du district de Bogodogo. Docteur Georges Guéla. Docteur Guéla est enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des sciences de la population ISSP, Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Également avec nous ce soir, M. Souleymane Kéré. M. Kéré est magistrat, activiste pour l'amélioration des textes juridiques en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Et puis, M. Augustin Assaba. M. Assaba est le directeur exécutif d'Entre Jeunes du Faso, une association qui fait la promotion des droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Bonsoir, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de suivre Santé Mag. Vos questions et contributions sont attendues au 25 40 79 03. Pour planter le décor, Dr Guéla, quel est l'état des lieux des avortements clandestins au Burkina Faso? Merci de nous donner l'opportunité ce soir de discuter d'un sujet aussi important que l'avortement et aussi sensible, hein, notamment dans le contexte du Burkina. Contexte culturel du Burkina, mais je dois quand même saluer ce courage-là d'oser briser la glace, parce que dans votre introduction, oui, vous avez campé déjà le décor, et je pense que l'intérêt d'un débat public de ce genre tient au fait que c'est une occasion, malgré nos différences d'opinion, de croyances, et de convictions religieuses et autres, c'est un sujet qui touche des millions de personnes par an à travers le monde, et au Burkina, comme vous l'avez si bien dit, c'est très très important comme phénomène. Alors, il n'est pas, à mon sens, utile de se voiler la face. Il faut regarder les choses en face et voir dans quelle mesure on peut résoudre ce problème-là. Parce qu'il faut dire d'abord que l'avortement, je pense que personne ne veut en arriver là. Donc, le débat public doit pouvoir nous amener à dire quelles sont les pistes pour justement ne pas y arriver. Cela dit, je pense que vous avez déjà donné l'ampleur du phénomène selon l'étude que nous avons menée et qui est jusque-là une référence. Et montre qu'effectivement, au cours des 5 dernières années, on a enregistré en moyenne 105 000 avortements par an au niveau en 2012 au Burkina. Alors, le taux national tourne autour donc de 25 avortements clandestins provoqués pour 100 000 femmes, pour 1000 femmes de 15-49 ans. Ça, c'est le niveau national. Et au niveau rural, on a autour de 22 pour 1000. Et en milieu urbain, on a autour de 34 pour 1000 pour 1000 femmes de 15 à 49 ans. Voilà un peu... Ça, c'est la prévalence, selon le milieu de résidence. Et le cas particulier de Ouagadougou,
on tourne autour de... Est-ce que selon les régions, il y a une prévalence? L'étude a pu dégager des prévalences par région? Par région, nous nous sommes abstenus pour deux raisons. Parce que d'abord, la taille de l'échantillon n'est pas suffisamment grande pour avoir des résultats statistiquement significatifs qui vont montrer qu'effectivement, ça représente le niveau régional. Donc, on s'abstient dans ce cas de calculer des indicateurs au niveau régional. Et la deuxième raison, c'est que, vu la sensibilité du sujet aussi, et le caractère un peu stigmatisant, il est très, très prudent d'éviter éventuellement de calculer ces genres d'indicateurs-là, à moins que ça ne soit expressement demandé. Voilà un peu les deux raisons qui font qu'on n'a pas d'estimation au niveau régional. L'étude a concerné les grandes villes et puis le milieu rural. Le milieu rural, donc les résultats que nous donnons sont représentatifs du niveau national. Donc, lorsqu'on donne ces chiffres-là, c'est que avec des seuils de significativité, on est sûr que c'est représentatif du niveau national. Pour tout ce qui concerne la méthodologie de la recherche qui a été menée, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en débattre ici. Tout à fait, donc, je vais après vous référer au rapport de l'étude qui montre les détails de comment cela a été mené pour éventuellement exploitation. Docteur Ouédraogo, professeur Ouédraogo plutôt, quel est le profil des femmes ayant recours à l'avortement? Alors, il faut dire que vous avez tous les profils. C'est d'abord, lorsqu'on parle d'avortement provoqué clandestin, nous sommes dans un contexte d'échec de planification familiale, d'accès aux méthodes contraceptives. Et quand on parle de santé de la reproduction, on dit souvent 15 à 49 ans. Mais lorsque nous nous adressons à l'avortement provoqué clandestin, il faut descendre. Il faut dire que c'est de l'adolescence de 10 ans jusqu'à 49 ans. Et vous avez tous les profils, jeunes, adolescents, personnes d'âge adulte, scolarisés, non scolarisés, des gens qui sont employés, fonctionnaires dans le privé. Vous avez tout le monde s'y retrouve. Et donc c'est vraiment cosmopolite, et pour encore dire que c'est une question qui touche tout le monde parce que c'est transversal si l'on veut parler ainsi. Monsieur Assaba, votre association travaille sur le terrain pour faire la promotion de la planification familiale auprès des jeunes et des adolescents. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain en matière de prévention? Merci beaucoup. Tout à l'heure, le professeur disait que lorsqu'on arrive en fait au cas de l'avortement, c'est qu'il y a eu un échec en ce qui concerne la planification. Alors nous, au niveau de la jeunesse, nous nous chargeons d'abord d'informer nos pairs. Parce que celui qui a l'information est capable de prendre des décisions éclairées et en connaissance de conséquences ou de causes, comme on le dit chez nous. Alors, nous menons des activités de sensibilisation ou d'éducation à la santé à travers des causeries, des théâtres, forums et autres. Il y a aussi, avec nos partenaires, des clubs de santé, donc dans les différents collèges, où les élèves eux-mêmes se réunissent pour débattre en fait des questions de santé sexuelle et reproductive. Mais il faut dire qu'au préalable, les capacités sont renforcées pour pouvoir, n'est-ce pas, donner des informations fiables à leurs pairs. Et aussi, il y a la stratégie de distribution n'est-ce pas, des méthodes modernes de contraception, ou parfois avec la stratégie avancée, les cliniques mobiles, on arrive, n'est-ce pas, à offrir les méthodes modernes de contraception aux personnes qui en ont besoin pour éviter justement de se retrouver dans des cas de grossesse précoce ou non désirée qui peuvent malheureusement conduire au cas d'avortement. Voilà. Clandestin. Oui. Monsieur Kéré, parlez-nous du cadre législatif de l'avortement, le principe de l'interdiction et les cas autorisés. Oui, merci. Vrai que l'avortement fait l'objet d'une certaine réglementation, on peut citer essentiellement 3 documents juridiques qui interdisent l'avortement. Nous avons en premier lieu le code pénal, bien sûr, donc, qui prévoit donc des sanctions en cas d'avortement. Nous avons le code de la santé publique qui prévoit également, qui récrimine l'infraction et prévoit des sanctions, même si par moment donc on sent qu'il n'y a pas une certaine complémentarité entre ces différents textes. Et nous avons la loi portant santé de la reproduction
qui prévoit également l'interdiction de l'avortement. Alors, le point commun de tous ces textes, c'est qu'on part du principe d'une prohibition de l'avortement dans son principe. Même quand vous voyez les cas exceptionnels prévus, il y a tellement de restrictions qui font que on a l'impression qu'il n'y a aucune autorisation pour l'avortement. Tellement donc on a essayé de l'encadrer, de corser à telle enseigne que manifestement il est difficile donc de le courir. Et les peines prévues sont assez sévères à notre sens. Sévères en ce sens que celui-même, la femme qui a pratiqué l'avortement sur elle-même, risque la peine de prison. Les peines vont donc de 6 mois jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour la femme elle-même qui a pratiqué l'avortement. Sans parler donc de ceux qui l'ont aidé. Voilà, donc les peines varient. Et on pourra peut-être revenir là-dessus en détail par rapport aux différentes peines. Et il y a également, au-delà même de l'avortement, on récrimine également tout ce qu'il y a comme diffusion d'informations, de communiqués, tendant donc à parler même de encourager l'avortement. Il y a celui qui incite à l'avortement, mais mieux, il y a encore celui qui vend des produits ou qui met en vente des produits ou qui prescrit des produits abortifs. C'est là qui est encore plus dangereux, puisque avant même qu'on ait recours à l'avortement, on vous dit tout produit permettant de pratiquer de l'avortement interdit. Donc, vous voyez que, comme le professeur l'a dit, tout le monde est à recours et tout le monde est susceptible de faire l'objet de poursuites pénales. D'accord. Dans ce cas, quelles sont les conditions pour bénéficier d'un avortement de façon légale? Alors, la loi a prévu 3 hypothèses pour bénéficier de l'avortement légal. La première hypothèse, c'est le cas où la poursuite de la grossesse menace la santé de la mère, ou lorsque on a fait un diagnostic, démontre que l'enfant à naître est atteint d'une pathologie, qu'au moment du diagnostic, la pathologie est tellement grave et incurable. Alors, vous comprenez que si l'on fait un petit commentaire sur ce point, le cas donc de la maladie donc, du fœtus, je peux m'exprimer ainsi, alors, cela suppose qu'il y ait un diagnostic. Combien de femmes peuvent accéder à un diagnostic? Qui peut faire le diagnostic? Et nous avons, dans quel centre de santé peut-on avoir un diagnostic qui démontre que l'enfant à naître est atteint d'une maladie incurable? Vous verrez que manifestement, les gens sont obligés de découvrir après la naissance de leur enfant que ce dernier est atteint d'une pathologie. Le cas de la maladie de la mère, là encore les tests, on sent qu'à force de vouloir réprimer, le législateur lui-même crée un certain désordre dans les tests. Lorsque vous prenez le code pénal dit qu'il faut qu'un médecin, donc il y a un diagnostic qui est établi par 2 médecins, dont un médecin au moins doit être du public, pour pouvoir dire que la procédure de la grossesse peut être préjudiciable. Ça, c'est la procédure médico-légale en la matière. Voilà. On va revenir sur ça. Ensuite, on a le cas de l'inceste. Alors, le législateur ne dit pas quand est-ce qu'on considère qu'il y a une grossesse incestueuse. Le cas d'inceste, c'est le fait donc d'entretenir des rapports sexuels avec un proche membre de la famille. Mais on ne dit pas jusqu'à quel degré l'on considère que c'est de l'inceste. Donc, si on parle au code des personnes de la famille qui prohibent un certain nombre d'unions, donc qu'on appelle les unions incestueuses, là, on se retrouve que si on veut poursuivre dans le cas d'inceste, on risque de ne pas pouvoir faire la mise en œuvre parce qu'on a souvent des couples qui, selon la loi, sont des unions incestueuses, mais dans les coutumes, c'est tout à fait normal qu'une tante, un neveu, voilà. Et on a le cas du viol. Et là encore, que ce soit le viol ou l'inceste, la loi dit qu'il faut qu'il soit établi. Voilà, donc c'est inceste et viol établi. Alors, on verra dans la procédure, on ne dit pas qui
qui établit qu'il y a eu viol. Et même ce n'est pas dans tous les cas qu'il y a viol ou inceste qu'on peut aller à l'avortement. Parce que la loi dit qu'il faut qu'il y ait une détresse. Que le procureur qui doit constater donc, la matérialité de la détresse. Donc s'il n'y a pas de détresse, voilà. C'est compliqué. Donc c'est tellement compliqué. Pour y avoir accès, c'est difficile. Professeur Ouédraogo, quelle est la procédure médico-légale? Alors, il faut dire que le magistrat, il a planté le décor. Ça veut dire qu'une fois que ces préalables qu'il a énoncés sont respectés, eh bien, vous allez vous présenter à la formation sanitaire et puis nous allons entamer la procédure. Comme il a dit, il faut faire un diagnostic. S'il s'agit d'une situation où c'est la mère qui est malade et établir que la poursuite de la grossesse va compromettre la vie de la mère. Là, il faut un médecin du public et un médecin du privé. Absolument. Ça, c'est dans des situations où pas forcément les deux médecins peuvent être du public, mais si l'approche diagnostique a commencé au privé, il faut absolument que le deuxième médecin il soit du public pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de dérive, il n'y a pas d'abus de la loi. Voilà. Et comme il l'a dit, avoir une échographie, ce n'est pas donné à tout le monde pour s'assurer qu'il y a quelque chose. Également, pouvoir établir la situation de détresse, ce n'est pas évident. C'est dire que ce n'est pas simple. Du reste, cette même loi qui permet aux femmes qui peuvent accéder à l'avortement, cette même loi n'est pas connue de tout le monde. De tout le monde. Oui. Donc, on a encore un travail à faire déjà. Un travail de communication. Oui, de communication pour que les Burkinabés soient informés qu'il existe une loi qui permet, sous condition, d'accéder donc à l'avortement médicalisé. Docteur Guéla, y a-t-il des pesanteurs culturelles et socio-religieuses qui influencent la procédure? Vous qui avez mené une étude sur la question. Oui, il faut déjà dire que en plus du parcours du combattant qui a été décrit ici et qui est pratiquement inaccessible, qui décourage plus d'un, même si vous êtes éligible au terme de la loi. Donc, en plus de cela, il n'y a que sur le plan culturel, les cas notamment de viol et d'inceste dont M. Kéré a parlé, c'est tabou. Sur le plan socio-culturel, personne ne voudrait savoir qu'il y ait eu un tel problème dans son entourage immédiat. Donc, on ne va pas, on va étouffer le problème, on ne va pas aller recourir à des voies qui vont vous exposer à ce que vous ne vouliez pas. Donc, que ce soit l'inceste ou le viol, il est quasiment difficile pour quelqu'un, même s'il sait qu'il a, au terme de la loi, ce cas-là est éligible, il ne voudrait pas. Il préférera un avortement clandestin avec tous ces risques. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est parmi tant d'autres les raisons qui font que les gens ne vont pas avoir recours à ces avortements autorisés, on va dire. Ouais, et presque inaccessible par rapport à tout ce qu'il... Au carcan et exposition à la famille, etc. Donc cela va de soi qu'on va vouloir traiter le problème autrement. Et puis il y a une question aussi qui me vient à la tête, parce que si la grossesse, habituellement c'est des grossesses qui sont découvertes assez tard, donc s'il faut encore tout ce parcours du combattant, la femme a le temps d'accoucher. Absolument. Oui, c'est toute la complexité de l'affaire. Même si ce n'est pas découvert, je pense que le professeur est encore mieux placé. Et je pense que quand vous regardez... Tout est fait pour qu'on... Oui, pour réunir toutes ces conditions. Faire constater par le procureur qui va dire s'il y a détresse ou pas, etc. Quelle est l'échelle de cette détresse, quelle est la procédure à suivre. Je pense que vous avez tout le temps de développer tranquillement votre grossesse et il voudrait à un certain moment, voilà, elle serait même au stade de l'allaitement. Oui, si nous prenons le cas de viol, qui semble plus simple à constater, mais le médecin n'est pas autorisé à pratiquer l'avortement, même si la fille se présente, j'ai été victime d'un viol. Absolument. Il faut passer par le procureur. Alors, si la loi avait dit que les OPJ pouvaient le faire, c'était encore simplifié. Alors, pour arriver chez le procureur, il faut d'abord un procès verbal.
l'OPJ, le policier ou le gendarme qui reçoit la plainte, va faire une réquisition pour qu'on fasse un examen. Si ça se retrouve dans une localité où le centre médical a des centaines de kilomètres, voilà, il est difficile de pouvoir donc faire d'abord ce diagnostic. Ensuite, le procureur, il faut que le procureur reçoive le rapport et vérifie que la personne est en état de détresse. Je ne pense pas que le parquetier ait une formation pour pouvoir déterminer l'état de détresse d'une femme victime de viol. Et même les tests, le professeur le disait, même dans le protocole, vous verrez que même les médecins hésitent à, même dans le cas de l'avortement thérapeutique. Parce que si vous référez au Code de santé publique, lui, il dit qu'il faut qu'un médecin établisse le diagnostic, confirmé ensuite par 2 autres médecins. Donc, il se trouve, il faut 3 médecins. Si nous prenons le ratio, en termes de médecins, pardon, de population, vous vous rendez compte qu'il est parfois difficile, dans certains centres médicaux, qui ont même des médecins, de pouvoir avoir 3 médecins pour pouvoir faire le constat. Vous voyez. Alors, pour l'inceste, on n'en parle pas, mais ce sont ces enfants que vous retrouvez dans les coins de la rue. Ce sont ces enfants qu'on accouche et qu'on jette. Ce sont ces enfants qu'on retrouve aussi dans les orphelinats. Parce que vous retrouverez des filles qui sont dans la rue avec des grossesses. Vous demandez où se trouve la famille, mais puisque la question est suffisamment taboue, elle ne peut pas dire qui est l'auteur de cette grossesse. Parce que si on arrive à savoir qui est l'auteur de la grossesse, même si elle ne peut pas avorter, au niveau de la justice, on peut justement condamner celui qui est l'auteur de la grossesse. C'est qu'à s'occuper en attendant. Mais elle ne peut pas dire qui est celui qui est l'auteur, puisqu'il est peut-être le grand frère ou le petit frère, ou bien le papa. Donc, dans cette situation, il faut encore constater la détresse par le procureur. C'est difficile. Complètement difficile. L'avortement clandestin, un sujet délicat et très sensible qui prend des proportions inquiétantes au Burkina Faso. En ville comme en campagne, les chiffres parlent d'eux-mêmes avec une gravité dans les grands centres comme Ouagadougou. La ville de Ouagadougou a enregistré plus de 17 000 cas d'avortement clandestin en 2010 et la maternité du CHU Algado Ouedraogo enregistre au moins une centaine de cas de complications liées à l'avortement par mois. Plus de détails dans ce reportage signé Idrissa Warga et Lazare Pouya. Phénomène de société, de mode ou de banalisation de la vie humaine, l'avortement clandestin est plus qu'une réalité au Burkina. Selon l'étude Guttmacher Institute menée en 2010 au Burkina, 17 300 cas d'avortement sont enregistrés par an dans la seule ville de Ouagadougou. Et ce sont les cas les plus graves qui arrivent ici au centre hospitalier universitaire Yalado Ouedraogo. Au moins 100 cas d'avortement graves sont enregistrés par mois ici à la maternité de l'hôpital Yalado Ouedraogo. De façon générale, bon, il y a des estimations qui ont été faites à travers des études qui disent par exemple que sur 1000 femmes en âge de procréer, bien sûr, il y aura 25 à 30 qui vont avoir un avortement provoqué chaque année. Voilà. Mais il y a une petite proportion parmi celles qui vont avoir ces avortements provoqués qui vont arriver à Yalado. Donc c'est les cas vraiment compliqués qui arrivent ici. Et quand on regarde nos statistiques pour ces 3 derniers mois, nous sommes à 310 cas en 3 mois qui ont été pris en charge à la maternité Yalado ici. Ici, les patientes arrivent parfois avec des saignements, des infections sévères graves et des lésions traumatiques. C'est celles qui ont des complications assez graves. Donc elles viennent souvent parce qu'elles saignent beaucoup. Il y a aussi beaucoup viennent dans un état d'infection très sévère, avec de fortes fièvres. Et on voit aussi d'autres qui arrivent aussi avec des lésions, comme des lésions traumatiques, c'est-à-dire qu'on a dû utiliser des instruments, en tout cas qui ne sont pas adaptés pour provoquer l'avortement. Et ça entraîne des blessures au niveau des organes génitaux. Il y a des femmes même qui sont arrivées avec des blessures au niveau même des organes de l'abdomen, tels que les intestins. On a même vu certaines qui sont arrivées ici avec les intestins dehors. Bon, c'est dommage, mais ça arrive. En dehors de ça, ce qu'on voit souvent dans ce service aussi, il y a des femmes ou des filles qui absorbent des produits tellement toxiques, que ce soit des produits
de la pharmacie moderne ou bien des produits traditionnels qui sont tellement toxiques à tel point qu'elles viennent dans un état d'insuffisance rénale. C'est-à-dire que les reins ne fonctionnent plus, elles n'arrivent plus à uriner et souvent c'est très dramatique. Il faut souvent faire appel à la dialyse pour essayer de les sauver, mais ce n'est pas toujours évident. Le phénomène concerne beaucoup plus les jeunes filles, scolarisées ou non, et même des femmes qui vivent en couple. À en croire les dossiers des patientes, l'avortement clandestin est en passe de devenir une épidémie chez les filles et les femmes. Bon, on a environ 5000 dossiers et depuis les 3 ans, mais les dossiers qu'on reçoit de l'année 2017, au moins 500, et les cas d'avortement provoqués varient du mois de mars à mai, après les fêtes. C'est après les fêtes. Vous pouvez comprendre qu'après les fêtes, bon, on s'est amusé. Et après maintenant, bon, sans prendre nos précautions, et il y a eu ce que vous savez. Et comme on ne veut pas, comment on va faire? Voilà. Donc ça se termine ici. Pourtant, les conséquences de ces avortements clandestins sont nombreuses et parfois irréversibles. Si on regarde le chiffre de 3 derniers mois, parmi les 300 et quelques cas qu'on a pris en charge, malheureusement on a perdu 11 cas exactement. 11 cas. En dehors de ces complications gravissimes qui mettent la vie de la femme en danger, bon, il y a d'autres conséquences. Vous imaginez, il y en a qui vont se faire avorter dans des lieux où vraiment ce n'est pas indiqué. On ne connaît pas comment faire une bonne prévention des infections. Il y en a qui vont ressortir avec des infections assez sévères, même l'hépatite, l'hépatite B et C. Il y en a qui vont l'avoir malheureusement en voulant faire l'avortement. Il y en a même qui ont malheureusement pu être infectés par le VIH, puisque le matériel n'est pas, souvent c'est pas vraiment adéquat, c'est pas bien traité. Malheureusement, en faisant un avortement, on peut se retrouver dans une situation d'infertilité. Il y a des femmes aussi des jeunes filles qui vont avoir, après l'avortement, vont avoir des douleurs pelviennes qui sont tellement atroces, ça les dérange. Et malheureusement, on n'a pas une solution assez efficace, on ne peut que les accompagner avec des calmants. Il y a les conséquences, il y en a même qui, après l'avortement, si elle a la chance d'être mariée, il y en a qui vont se retrouver, qui ont la chance d'avoir des grossesses, mais des grossesses qui ne vont pas aller jusqu'à terme. Il y a les conséquences psychologiques. Nous sommes dans un pays où vraiment l'avortement c'est réprimé par la loi, par la société. Donc ça fait que bon, souvent ça pèse sur leur conscience. Et il y en a qui finissent par avoir des troubles psychologiques voilà, suite à l'avortement. Voilà. Bon, si on prend, il y a les conséquences sociales. Il y a beaucoup d'élèves qui vont interrompre leur cursus scolaire. Malgré la sensibilisation, l'existence des moyens de protection et du risque d'infection du VIH, pourquoi autant de grossesses indésirées? Pourquoi autant de cas d'avortement clandestins? Pourquoi notre société a-t-elle définitivement fermé les yeux devant ces problèmes? Les parents ont-ils démissionné? Pourquoi? Les avortements clandestins sont fréquents à Bobo-Dioulasso avec souvent des conséquences dramatiques malgré la disponibilité et l'accessibilité des méthodes contraceptives. Difficile d'avoir des aveux sur l'avortement, mais les spécialistes qui ont affaire à ces cas savent s'il est spontané ou provoqué. Un bref aperçu sur la situation au CHU Souro-Sano dans ce reportage signé Maneka Yen et Kadou Romaine Ki. On met ça dans l'utérus et on aspire. Il s'agit là de la seringue d'amio, la seringue d'aspiration manuelle intra-utérine utilisée pour le nettoyage utérin en cas d'avortement. L'avortement provoqué, pratiqué clandestinement, se termine souvent dans les formations sanitaires en cas de complications. Pour l'année 2016, nous avons enregistré au CHU Sanoussouro 376 avortements avec un total de 26 avortements provoqués clandestins. Pour l'année 2017, nous avons enregistré un total de 317 avortements, dont 19 provoqués.
Ces chiffres ne sont pas exhaustifs, puisque tous les avortements ne sont pas signalés dans les hôpitaux. Aussi, le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso n'est pas le seul centre à offrir des services de prise en charge de soins après avortement. À Bobo-Dioulasso, il y a 2 CMA et la BBF et le CHU Sanou-Sourou qui offrent les services de prise en charge. L'avortement volontaire est interdit au Burkina Faso et ceux qui y font recours utilisent souvent des moyens peu recommandables. On utilisait des rayons de roue, on utilisait des taisons de bouteilles, on utilisait des morceaux de bois. Et il faut faire attention, aujourd'hui, les gens ont tendance à utiliser des produits chimiques, des décoctions de nature inconnue. Une pratique qui peut conduire à de nombreuses complications. On peut avoir du pus dans le petit bassin, du pus dans les troncs, Pius alpins, du pus dans le petit bassin et au niveau des ovaires, et également du pus qui va s'étendre dans le grand ventre. Ça, c'est la péritonite aiguë généralisée, de pronostic le plus souvent sombre. À cela s'ajoute le tétanos splanchnique, c'est-à-dire que le tétanos qui a pour porte d'entrée les voies génitales. Le pronostic est redoutable. Du vécu de notre gynécologue, les cas dramatiques ne manquent pas. Quand on va jusqu'à boucher l'intestin à la peau, pour que sauver la vie d'une femme, parce qu'elle a eu recours à un avortement, c'est dramatique. 2 ou 3 cas qu'on a vus, comme ça, des tableaux dramatiques, hein, des jeunes filles qui étaient là, avec des avortements qu'elles n'avaient pas avoués. Mais les complications infectieuses s'étaient installées, c'était des tableaux de péritonite qui ont été opérés une première fois à notre niveau, qui ont été ensuite transférés en chirurgie parce qu'il y avait malheureusement des fistules piostercorales qui s'étaient installées. Quand les selles passent dans la cavité abdominale, il y a le pus également dans la cavité abdominale. Vous comprenez que c'était un drame. Et ces femmes-là, souvent, se présentaient avec un ictère flamboyant. Elle devient jaune. Ces 2 ou 3 femmes dont je parle sont toutes décédées à la réanimation polyvalente du CHU Sanou-Sourou. Autre constat, c'est que la fréquence des avortements volontaires est plus élevée chez les femmes de tenue. Il appartient aux autorités de savoir, d'aller interroger et savoir ce qui se passe dans ces milieux pour que les femmes de tenue, quand elles rentrent dans ces écoles-là, qu'elles soient protégées, qu'elles soient aussi, bon, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas dit de les autoriser à tomber enceintes, mais il y a des situations dramatiques qu'on a vécues, et moi j'estime que il y a des éclaircissements qu'il faudrait apporter. C'est vrai, les règles sont les règles, ce n'est pas à nous de changer les règles, mais il faut que la transparence soit une règle de conduite dans toutes les institutions du pays. Ah oui, peut-être parce qu'il y a des situations dramatiques qui sont en train de se dérouler et qui continueront à se dérouler si jamais on n'attire pas l'attention des autorités. Des autorités qui, par ailleurs, doivent redoubler d'ardeur dans la sensibilisation des populations à la culture des méthodes contraceptives, un moyen sûr pour éviter les grossesses indésirées et partant les avortements clandestins. Professeur Ouedraogo, quelles sont les causes des avortements clandestins à risque? Alors, les causes, c'est la grossesse non désirée. Je ne suis enceinte sans le vouloir. Je veux m'en débarrasser, coûte que coûte, vaille que vaille, parce que c'est incompatible avec ce que je veux faire et c'est incompatible avec mon activité et aussi pour diverses raisons. Voici ce qui amène les gens à aller. Il y a aussi le fait que c'est ma fille qui est enceinte, elle a 10 ans, elle est à l'école, pas question, ça va salir la famille, ça va détruire sa scolarité et donc les parents prennent les devants pour amener la jeune fille vers l'avorteur pour demander un avortement sans l'avis de la personne.
il y a aussi bien d'autres raisons aussi qui amènent. Dans tous les cas, le dénominateur commun, c'est une grossesse non désirée. Et Dr Guilla, vous pouvez ajouter d'autres causes? Oui, je crois que rigoureusement, c'est par abus de langage qu'on parle des causes de l'avortement. Il n'y a qu'une seule cause de l'avortement, c'est la grossesse non désirée. Le reste sont des raisons qui expliquent le caractère non désirable de la grossesse. Oui. Oui. Et pas donc, de, ce sont les raisons des avortements clandestins. Voilà. Donc, c'est les raisons des grossesses non désirées. S'il n'y a pas de grossesse non désirée, il n'y a pas d'avortement. Donc, c'est beaucoup plus nous interroger sur les raisons, quelles sont les causes des grossesses non désirées. Bon, parce que l'avortement n'est qu'une conséquence de la grossesse non désirée. Donc, je suis d'accord parfaitement avec le professeur. Donc, la cause, c'est la grossesse non désirée. Oui. Nous venons de découvrir également dans le reportage de Bobo où on découvre que les femmes de tenue viennent grossir les victimes d'avortements clandestins. C'est vrai, c'est une réalité dramatique parce que c'est des femmes qui sont instruites, qui... Qu'est-ce qui peut se passer? C'est vraiment une question délicate. C'est comme il l'a dit, interpeller quand même pour trouver des aménagements pendant la formation et même pendant les délais pour que les femmes puissent garder leur grossesse. Et puis, est-ce que votre étude s'est penchée sur cet aspect? Non, je dois dire que nous n'avons pas trouvé de résultats similaires. Enfin, on n'a pas fait de distinguo à ce niveau-là. Vous savez déjà que ce n'est pas évident, c'est stigmatisant, c'est problématique et tout. Donc, on n'a pas de résultats semblables, mais je peux donner mon opinion là-dessus. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où on n'accepte pas justement la grossesse pendant la formation, donc c'est une grossesse non désirée. Oui, donc on tourne autour de la grossesse non désirée. Alors, ouais, donc ça ne peut avoir que comme conséquence le recours à l'avortement et pour pouvoir sauver une situation. Parce que la grossesse non désirée est en train de compromettre quelque chose et il va falloir alors prendre les dispositions pour que cela n'ait pas lieu. Donc c'est ça. C'est pas compliqué. C'est de prendre les dispositions pour offrir les méthodes contraceptives. Parce que la sexualité, c'est la chose qui ne s'arrête jamais. Qu'on soit en formation militaire, qu'on soit dans un deuil, la sexualité ne s'arrête pas. Ça, c'est clair. Donc, il faut en tenir compte. Et comme il y a des médecins militaires, eh bien, lorsque les gens sont admis pour leur formation, eh bien, qu'au cours de la visite médicale, on leur donne la contraception. Et ça leur permet, tout en faisant la formation, de joindre l'utile à l'agréable sans pour autant en avoir les conséquences. Je pense que c'est fondamental parce que ce que le professeur dit, la sexualité, je suis désolé pour d'autres croyances qui pensent que, bon, voilà, il faut se maîtriser, etc. Mais c'est très difficile, même jusqu'à ce qu'on a créé ce qu'on appelle le dispositif minimum d'urgence, même dans les camps de réfugiés. Hein, même quand les gens sont en mouvement forcé, il y a des grossesses non désirées. Vous comprenez? C'est pour dire que ce n'est pas la peine de se voiler la face. Et le cas qu'on a vu pour les femmes de tenue, si c'est avéré et que c'est comme ça, je pense qu'il faut prendre des mesures qui s'imposent pour que les gens aient accès et puissent se protéger contre les grossesses non désirées. Vous savez que dans les camps de réfugiés, on commence par distribuer des méthodes contraceptives avant de donner la nourriture. Parce que dès qu'il y a la promiscuité, la sexualité, elle s'impose en réalité. Donc, voilà. Mais qui pratique ces avortements clandestins? Quel est le profil du personnel médical ou agent qui s'adonne aux actes clandestinement? Vous avez des personnes qui n'ont pas fait d'études médicales ou infirmières. C'est une activité pour avoir de l'argent. Vous avez des agents de santé qui en font une activité clandestine parallèle. Voilà. Donc, parce que ça rapporte. Vous avez des praticiens également qui s'adonnent à cette pratique-là avec des conséquences hyper désastreuses pour la femme.
ce sont des pratiques très néfastes pour la santé de la reproduction. Et donc vous avez tout le monde, parce qu'il y en a qui ont vu ça comme étant une porte pour avoir du gain facile. Eh bien, parce que c'est lucratif? Eh bien oui, ceux qui pratiquent ça savent que ça rapporte de l'argent, puisqu'il y a des enjeux. Je ne veux pas tomber enceinte, je suis tombée enceinte sans le vouloir. Les enjeux sont tels que même s'il faut déposer 500 000 ou 1 million, je dépose pour pouvoir m'en débarrasser. Donc c'est du chantage. Et l'avorteur mesure le degré d'importance et vous fait chanter et prend plus que de l'argent. Donc c'est un chemin difficile pour celles qui veulent avoir un avortement. Il faut dire que, comme le professeur le dit, ce n'est pas dans une logique accusatrice en fait. Mais nous pensons qu'aussi il est important qu'on puisse sensibiliser ces praticiens-là sur les conséquences en fait de telles pratiques. Parce que lorsque, comme le professeur le dit, ces personnes-là offrent des services d'avortement clandestin dans des conditions non sécurisées, les dégâts futurs qu'ils créent pour l'adolescente ou la femme qui subit ce désastre-là sont énormes. Donc, c'est de trouver aussi peut-être des programmes, n'est-ce pas, de sensibilisation pour attirer leur attention, pour dire attention, vous guérissez peut-être des maux, mais ça ne fait pas partie de vos compétences. Mieux vaut repérer les personnes là vers les centres de santé ou vraiment des personnes qui sont spécialisées pourraient s'en occuper vraiment en toute sécurité, même s'il y a un parcours de combattant à traverser. Docteur Guélin? Oui, je voulais donner quand même quelques chiffres concernant la répartition des prestataires en la matière. Nous avons trouvé que dans 23% des cas, c'est la femme elle-même qui fait l'avortement. C'est que les gens souvent ont tendance à oublier. Elle-même. Mais quels sont les produits qui sont utilisés en ce moment? Oui, mais vous savez, chacun y va de son imagination et ça fait froid au dos. Il y a toute une panoplie de combinaisons de produits toxiques, évidemment. On a vu même dans le reportage ce que ça donnait. Et évidemment, ce sont des produits souvent de lessive, des produits caustiques, des décoctions sous forme de suppositoires dont on ignore l'origine, etc. Même des tessons de bouteilles. Qui perforent tout l'intestin, voilà, tout etc. le transit. Donc, dans la majeure partie des cas où c'est la femme elle-même qui fait l'avortement, ça va être ce genre de méthode-là. Alors, dans 28% des cas, c'est un personnel qualifié. Ce qui est, on va dire, bon, voilà, c'est les cas le moins normal parce que les complications sont moins importantes ou presque inexistantes. Mais dans 41% des cas, c'est la grande majorité, c'est les tradipraticiens qui font ces avortements-là avec toutes sortes d'inventions dont on ignore l'origine. Bon, ça va marcher parfois, ça ne va pas marcher, ça va conduire le plus souvent à des complications qui vont être référées dans les centres de santé. Et vous avez 8% des cas où on n'a pas pu déterminer réellement qui était le prestataire. Oui. Donc, c'est une panoplie de pratiques et de prestataires, mais on a souvent pensé que c'est le personnel de santé qui est le gros lot. Non. Donc, en réalité, c'est les tradipraticiens qui occupent la grande place. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut même dire que c'est des tradipraticiens? Parce que les tradipraticiens, c'est ce qui est bien. C'est autre chose que des tradipraticiens. Peut-être si on dit tradipraticien, voilà. On met entre guillemets, parce que le vrai tradipraticien, il ne fait pas ça. Ce sont des marchands d'illusions, des charlatans et des... Voilà, c'est cela. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebego. Maïmouna Dao, il faut dire que le sujet intéresse beaucoup les téléspectateurs. Moïse Ouedraogo nous a appelé depuis Tenga. Il a remarqué qu'il y a des avortements clandestins qui se pratiquent dans des cliniques privées. Sa question, c'est quel est le dispositif que l'État met en place pour la surveillance de ces cliniques qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse au vu et au su de tout le monde.
Monsieur Fofana, lui, s'insurge contre le fait que certaines filles prises la main dans le sac pour des faits d'avortement, qu'on met en prison, se retrouvent dehors parce qu'elles ont eu de bons avocats qui les ont défendues. Et lui, il aimerait qu'on applique la loi dans toute sa rigueur aux auteurs des avortements. Un téléspectateur de Ouagadougou demande quelle est l'attitude de l'ordre des médecins et des autres ordres de professionnels de la santé si on découvre qu'un des leurs a pratiqué ou pratique régulièrement des avortements contre rémunération et en fait une activité parallèle. Pengrouende Kientega Banfora souhaiterait que l'on intensifie la sensibilisation en direction des 14-16 ans, c'est-à-dire dès la 6e, en impliquant tous les acteurs de la chaîne, les parents, les enseignants, les surveillants, pour lutter contre les grossesses non désirées qui sont les causes des avortements. Sa question, c'est pourquoi il y a des médecins et des professionnels de santé qui aident les filles à avorter. Abdul Kader Sawadgo est étudiant en médecine. Il se demande s'il n'est pas judicieux d'élargir la liste des causes des avortements médicalisés au regard des chiffres alarmants en termes de mortalité et de morbidité des femmes qui avortent dans les différentes localités du Burkina Faso. Monsieur Richard Sawadgo est agent de santé dans le Soum. Il constate que les chiffres des IVG sont alarmants. Et il a 3 questions. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que l'État prévoit pour faire face au problème des interruptions volontaires de grossesse? Et est-ce que finalement l'État, en condamnant, ne fait pas la politique de l'Autriche qui se voile le visage en évitant de regarder la réalité? Est-ce qu'il ne faut pas, au regard de tout cela, dépénaliser les avortements même? Et qu'est-ce qui explique le faible accès des IVG? Parce qu'on a parlé des conditions dans lesquelles les femmes peuvent avoir recours à l'avortement. Il se demande qu'est-ce qui explique que dans les localités reculées du Burkina Faso, les femmes violées, victimes d'inceste et autres ont du mal à avoir accès aux IVG auxquels elles ont droit. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un désintérêt des pouvoirs publics pour ces questions d'avortement-là? Madame Rebecca de Bérigadougou pense que les filles qui avortent sont le plus souvent celles qui sont dans des situations familiales difficiles, des situations familiales avec des épées de Damoclès suspendues sur leur tête, où elles sont menacées d'exclusion au regard de la tradition qui veut qu'on exclue de la famille les filles enceintes. Est-ce qu'il ne faut pas s'attaquer à ces pratiques-là qui sont coutumières mais qu'on pourrait revoir? Elle plaide également pour qu'on mette en place les centres d'écoute et de prise en charge des jeunes filles à l'image des hôtels maternels dans plusieurs localités du Burkina, spécialement là où il y a le plus d'interruptions volontaires de grossesse. Monsieur Inoussou Sow de Ouagadougou a plusieurs questions. D'abord, il aimerait savoir qu'est-ce que les pouvoirs publics ont comme projet de réduction des grossesses non désirées, les causes principales des interruptions volontaires de grossesse, surtout dans les zones rurales puisque ce sont les plus touchées. Et enfin, quelles sont les sanctions qui sont prévues pour ceux qui incitent les jeunes filles à avorter? Par exemple, les mamans, les tantes, les oncles, tous ceux qui mettent la pression ou qui incitent les filles à adopter. Et quelles sont les sanctions qu'il y a pour les jeunes filles et les femmes qui avortent? C'est tout pour cette première partie des questions. Merci, Viviane Tiendrebego. La première question, c'est l'avortement clandestin dans les cliniques privées. Quel dispositif est mis en place pour surveiller ces cliniques? Ça tombe bien, professeur Ouedraogo, en même temps
le président de l'ordre des médecins au niveau de Ouagadougou. Je ne peux pas parler à la place du ministère. Non, mais de toute façon, si quelque chose est fait, vous pouvez le dire. Oui, alors il faut dire que le ministère a des services spécialisés pour le contrôle donc, des activités qui se déroulent dans toutes les formations sanitaires privées comme publiques, surtout privées. Et régulièrement, chaque direction régionale organise avec les différents services connexes des descentes donc, de contrôle inopiné donc, pour vérifier un certain nombre de choses anormales. Donc, ça fait partie donc, de leurs prérogatives. Donc, il y a quelque chose qui est fait. Peut-être que ce n'est pas à la hauteur des attentes, mais il y a quelque chose qui est fait. Voilà. Donc, M. Fofana, lui, s'insurge contre le fait que certaines filles qu'on enferme pour faire d'avortement se retrouvent dehors. Il aimerait qu'on applique aux auteurs la loi dans toute sa rigueur. M. Kéré. Oui, la question de la liberté, c'est au cœur de tous les débats. Le principe, c'est aussi la liberté. Voilà, on détient parce que la détention s'avère nécessaire lorsqu'on est au stade donc, des enquêtes avant le jugement. Et après le jugement, le juge, tenant compte, parce que la peine elle est personnelle, tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, peut décider d'assortir sa sanction du sursis. Et on verra la personne dehors. Pour le profane, la personne n'a pas bénéficié d'une sanction. Mais pour ce qui concerne le cas précis des femmes ayant avorté, si vous remarquez, il y a peu de procédures. Enfin, on poursuit quand ça a échoué. Sinon, quand ça s'est bien passé, mais la justice n'est même pas au courant que quelqu'un a avorté. Personne ne vient dénoncer quelqu'un qui a avorté. Donc vous voyez, la situation fait qu'il y a peu de poursuites. Maintenant, lorsque la femme a avorté, il faut se dire que c'est une femme qui arrive malade. Si une femme, on dit, vient d'avorter, c'est qu'elle est déjà elle est malade au moment où elle est interpellée. Donc le procureur peut, à ce stade déjà, décider, penser à sa santé voilà, penser à sa santé, donc d'élargir la personne. Sinon, la sanction appliquée, il y a des gens qui sont en prison, même en ce moment, pour avortement, dans certaines localités. Mais, statistiquement parlant, la justice enregistre peu de plaintes donc pour les cas d'avortement. On voulait pas... Allez-y, oui, au-delà de ces sanctions, en fait, il y a certains téléspectateurs qui ont parlé, par exemple, des cas de sensibilisation. Pourquoi ne pas sensibiliser les adolescents et les jeunes d'un âge un peu plus tôt, autour de 10 ans, voilà, dans les collèges, pour que ces jeunes-là disposent d'informations fiables pour mener une vie sexuelle épanouie. Oui, ça se fait actuellement, par exemple, le Premier ministre, par exemple, pendant son discours de politique générale, avait dit que il faisait de l'éducation sexuelle complète une priorité pour son mandat. Voilà. Et donc, c'est le moment qui, pour nous, en fait, d'essayer d'attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que cette promesse-là soit matérialisée, parce que nous pensons que si les adolescents et jeunes ont l'information un peu plus tôt, déjà à l'école, cela va permettre, n'est-ce pas, d'éviter les grossesses non désirées. Et aussi, on évite alors des cas d'avortement, qu'ils soient sécurisés ou non. Parce que lorsque la grossesse non désirée n'existe pas, il n'y a pas d'occasion de parler d'avortement. Voilà. Tout à fait. Professeur Ouedraogo, quand l'ordre des médecins découvre qu'un de ses membres pratique des avortements clandestins, qu'est-ce que vous faites contre rémunération? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il faut dire que si nous sommes saisis, nous sommes régulièrement saisis ou que nous apprenons, nous menons des investigations. Si c'est établi, ce médecin, il risque deux types de procédures. Il y a la procédure pénale et la procédure disciplinaire. Donc, la procédure disciplinaire, c'est à l'intérieur de l'ordre des médecins. Donc, on va ouvrir la chambre disciplinaire pour lui. Et il va se défendre là et c'est assorti donc de sanctions. Il y a également la procédure pénale. Donc, les parquetiers vont s'en occuper. Et puis, ça va aller jusqu'à un jugement. Et donc, voilà. Donc, il a deux procédures donc, à son encontre. Okay. Voilà. Mais nous saisissons donc le micro pour dire que si il y a des gens qui ont des informations qui incriminent donc des médecins, eh bien, c'est l'occasion de venir au niveau de l'ordre des médecins donc pour nous signaler, voilà, pour que nous puissions donc voilà, faire le nécessaire. Mais M. Kéré connaît bien la procédure mieux que moi. Donc. Non, sur ce point, lorsque c'est un professionnel qui s'adonne à cette pratique,
c'est une circonstance aggravante lorsqu'il est découvert que la personne se livre habituellement. Donc, et donc, les peines qui vont de 1 à 5 ans d'emprisonnement pour celui qui le fait, s'il est avéré que la personne se livre habituellement, la peine va de 5 ans à 10 ans. 5 à 10 ans. Et s'il y a eu mort d'homme, celui qui le fait occasionnellement, lui, sa peine va de 10 à 20 ans. Mais pour celui qui se livre habituellement, l'emprisonnement sera à vie. Celui qui en a fait son métier. Son métier. D'accord. Effectivement, il y a une autre question qui est là. Pourquoi il y a certains médecins qui aident les gens à avorter? C'est illégal. Ce sont des médecins qui ont enfreint à la déontologie, à l'éthique professionnelle, tout simplement. Donc, ils sont en faute. Et si nous sommes au courant, nous engageons les procédures nécessaires contre ce médecin. Oui. Ok, il y a cet étudiant en médecine, Abdul Kader Sawadogo, qui se demande s'il n'est pas judiciaire d'élargir la liste des causes des avortements médicalisés au regard des chiffres alarmants en termes de mortalité des femmes qui avortent. Docteur Guéla. Oui, je pense que oui, c'est une opinion qui est partagée par de nombreuses personnes, élargir les cas éligibles. Mais nous, par exemple, au terme de notre étude, ce que nous avons déjà dit, c'est que comment on peut alléger déjà les procédures pour les cas déjà éligibles. Et existants et éligibles. Oui, ça c'est déjà même un problème. Ça. En début de mission, nous avons... Voilà, on n'y arrive pas. Déjà, comment on peut alléger les procédures pour que réellement ceux qui en ont besoin et qui le sollicitent puissent avoir accès légalement. Mais effectivement, on peut aussi penser à d'autres cas d'éligibilité qui peuvent être en étude. C'est par exemple l'élargissement à des cas justement, on parlait de détresse, mais c'est beaucoup plus que... c'est pas seulement le problème physique, sanitaire, physique, mais aussi psychologique. Tout à fait. Le cas du Ghana. Le Ghana a élargi ses cas, je pense que M. Kélé le sait, a élargi ces cas d'éligibilité au cas de psychologie de la femme, aux problèmes psychologiques de la femme, etc. Donc je pense que... Et là-bas, la procédure est plus facile comparativement au Burkina Faso. C'est moins complexe. Et eux, ils sont arrivés à un stade où ils ont dû ajouter même d'autres cas d'éligibilité, en plus de ce que nous connaissons ici. Mais je suis d'accord avec le téléspectateur qu'on peut élargir, mais déjà, il conviendrait qu'on voit dans quelle mesure on peut faire en sorte que ce qui est déjà acté comme éligible soit effectivement accès. Ça, c'est pas gagné. C'est pas déjà joué. Pas gagné d'avance. Ok, cet agent Richard Sawadogo qui est dans le SOUM, c'est un agent de santé. Il constate également les chiffres alarmants comme nous. Donc, il veut savoir qu'est-ce qui est prévu pour faire face au problème en évitant de faire l'autruche, puisque c'est une réalité qui est là, qui s'impose à nous tous. Donc, il faut réagir. Donc, il préconise même éventuellement la dépénalisation des IVG. J'ai noté cela. Bon. Donc, c'est les propositions que la personne... En réalité, les Ghanéens n'ont pas... Ce n'est pas dans le cadre législatif que les Ghanéens sont arrivés à cela. C'est le personnel médical, à un moment donné, s'est retrouvé face à un phénomène, comme c'est le cas ici, alarmant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions. Alors, pour trouver des solutions, ils ont utilisé la même loi. Et cette faille, ça existe dans notre loi. Ça existe. Lorsque vous prenez le corps pénal, le corps pénal nous dit, le corps pénal parle de la santé de la mère. Il n'y a que le code de santé publique qui parle donc de la vie de la mère qui est menacée. Mais le code pénal et la loi portant santé de la reproduction parlent de la santé de la mère. Or, la loi portant santé de la reproduction a défini ce qu'on entend par la santé. Donc, il nous faut aller au-delà de notre conception de la santé, de la maladie comme être en bonne santé, ce n'est pas forcément ne pas avoir une pathologie.
Donc la loi a donné une définition de la santé. Donc c'est un bien-être général, tant physique, que mental, que moral. Donc c'est la personne en réalité qui est enceinte et qui ne veut pas d'une grossesse, qui se débat pour ne pas vouloir cette grossesse, la personne est malade. Et donc, si l'on fait cette interprétation, c'est qu'on peut établir le diagnostic que cette personne enceinte est malade et donc la poursuite de la grossesse va porter atteinte à sa santé physique ou mentale. Et on peut pratiquer légalement de l'avortement, même dans le cadre même de notre loi actuelle. La dépénalisation. La procédure, non, c'est la même procédure. En fait, c'est ça, puisque la procédure est tellement complexe qu'on aboutira à... On dit un médecin, deux médecins qui vont faire le constat. Donc deux médecins vont constater que cette personne étant enceinte et ne voulant pas cette grossesse est mentalement malade et donc est éligible pour bénéficier de l'avortement dans le cadre de la loi. On a parlé de la dépénalisation. Il y a des arguments. Parce qu'aujourd'hui, le fait de le primer, d'envoyer une femme qui a avorté en prison, c'est quelque part, nous ne sommes pas en train de lui imposer un enfant ou d'obliger les femmes qui ne veulent pas d'enfants à mettre au monde des enfants qu'elles n'ont jamais voulu, qu'elles ne voudront jamais. Est-ce que nous ne commettons pas encore une infraction pire que ce qu'elles étaient en train de faire si elles avaient bénéficié d'un avortement légal, de manière légale? Oui, et aujourd'hui, les pays dans lesquels ça a été dépénalisé, on ne ramasse pas les enfants dans la rue. Prenez tous ces pays, ce n'est pas des enfants qu'on ramasse dans la rue. Pourquoi, lorsque nous posons la question, vous voyez chacun sort au bout de son 6 mètres, il trouve un bébé qu'on a jeté dans un buisson ou qu'on a jeté dans un puits. On est choqué. Mais pourquoi quelqu'un va porter une grossesse 9 mois, voire 10 mois durant, pour aller jeter cet enfant? Est-ce que cet enfant avait demandé à naître? Est-ce que la mère en avait voulu? Non, elle n'a pas voulu. Est-ce que nous ne sommes pas coupables de tout ça? Mais au fond de ma pensée, c'est que l'interdiction de l'avortement, c'est pour les pauvres. En fait, les gens sont doublement sanctionnés. Ceux qui ont les moyens, ils recourent à l'avortement. Ça se pratique en Tunisie. Ils vous payent un billet d'avion, aller-retour à Tunisie, les gens partent avorter, ils reviennent avorter. Mais nos enfants qui sont dans les quartiers, qui ne peuvent pas avoir l'argent de payer une méthode contraceptive, qui n'ont même pas accès à cette information, c'est eux que nous envoyons tuer, c'est eux que nous laissons mourir en pratiquant l'avortement clandestin, c'est eux que nous sanctionnons. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, il y a une autre remarque, les femmes violées, victimes d'inceste, est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt pour la question? Ça me rappelle également les femmes qui balaient les rues de Ouagadougou, donc qui se lèvent très tôt le matin, qui sont victimes de viols permanemment par certains hommes. Donc, la situation est très complexe. Il n'y a pas un désintérêt. Le problème, c'est comme le téléviseur a dit, on joue à l'Autriche. La vérité, tout le monde, comme vous avez dit, tout le monde a recours à ça. Sans exception. Tout le monde a recours à l'avortement. C'est-à-dire que vous avez toutes les catégories dedans. Tout à fait. Tout le monde est dedans. Même le législateur qui doit prendre le test, lui-même, il a recours à ça. Mais il n'a pas le courage de s'assumer pour dire il faut qu'on arrive à cette situation-là. Aujourd'hui, tout le problème, personne ne veut s'assumer. Même si pour en parler, pour même avoir quelqu'un s'asseoir, vous dire ah, j'ai déjà recours à ça, vous n'allez pas trouver. Non, il n'y en a pas. Voilà. Donc, je pense que, comme on a dit, l'État peut aller au-delà. Et on peut encadrer. C'est une question d'encadrement. Donc, dans l'élargissement, comme on avait fait cas, il y a les mineurs. Pour continuer dans le même sens, il y a cette téléspectatrice, Mme Rebecca de Bérigadou, qui dit que les filles qui font des avortements clandestins sont la plupart dans des situations familiales très difficiles. Avec c'est ça, avec elle caricature même une épée de Damoclès sur la tête, l'exclusion de la famille, tout et tout. Vous savez, par exemple, nous avons eu, au cours de notre parcours professionnel, rencontré un cas, 2 mineurs. L'autre avait 15 ans, la fille avait 15 ans, et le garçon avait 16 ans.
Et la fille était enceinte. Ensuite, et elle ne sait même pas, c'était comme, et tout s'est passé comme un jeu. Aujourd'hui, nos enfants, à 12-13 ans, ils ont une sexualité active. Absolument. Il faut qu'on le dise, et nous-mêmes, nous les y encourageons, puisqu'ils suivent la télé avec nous. Et donc, aujourd'hui, on doit pouvoir élargir pour prendre en compte les cas de ces bébés mères. Je dis. Tout à fait. Donc, je pense que le législateur pourrait s'inspirer de ces cas de figure pour pouvoir revoir la législation. Monsieur Assaba. Oui, je partage cet avis, surtout pour les adolescentes de moins de 15 ans, surtout qui tombent enceintes. Là, je voudrais parler sur le contrôle du professeur. On sait que physiologiquement parlant, elles ne sont pas vraiment aptes à porter un enfant. Donc, pour ces cas spécifiques-là, je crois qu'on peut essayer d'assouplir un peu la législation pour permettre à ces adolescentes-là d'avoir recours à l'avortement lorsqu'elles le désirent. Ce n'est pas d'encourager, en fait, c'est d'encadrer et de permettre, en fait, à ces jeunes filles-là de mener la vie qu'elles souhaitent. Parce que quand elles sont elles-mêmes enfants et qu'elles se retrouvent mères, on ne peut pas être enfant et prendre soin d'un enfant, c'est pas possible. Donc, du coup, on crée des cas sociaux qui, malheureusement, l'État n'est plus là pour assurer, en fait. C'est ça, l'État condamne, mais n'est pas prêt à s'occuper des enfants qui sont nés dans les cas d'inceste, nés de viol, ni les enfants non désirés. Donc, avec, par exemple, 100 000 cas par an, la question de l'avortement devient une question de santé publique, qu'on le veuille ou non, avec une prévalence certainement qui sera supérieure à celle du sida. Donc, il faut pouvoir traiter, en fait, de la question, même si le contexte social ne s'y prête pas. Parce que dans un État laïque, en fait, l'État a l'obligation de mettre à la disposition des citoyens toutes les informations, tous les cadres favorables qu'il faut. Quitte aux citoyens maintenant de décider librement s'il peut avoir recours à tel service ou non. Mais on ne peut pas, compte tenu d'une sensibilité particulière, dire que généraliser en fait une loi. Parce qu'il y a d'autres jeunes filles qui en ont besoin, d'autres femmes mariées aussi qui en ont besoin. Et il faut pouvoir travailler à leur offrir ces services-là. Disons que, pour compléter, le groupe plaidoyer que nous devons faire, et nous saisissons donc de cette opportunité qui nous est offerte pour formuler cela, c'est de lever le frein symbolique sur l'accès à la contraception. Il faut que les méthodes contraceptives soient largement diffusées, qu'il n'y ait plus de barrières financières, que dans tous les établissements, les adolescents puissent avoir la contraception. Ce qui ne veut pas dire que c'est un encouragement, une incitation à la sexualité, mais c'est pour les conséquences, parce que la sexualité, ce n'est pas 1 + 1 = 2. Donc, à l'école, à la récréation, tous les jours, il y a de la sexualité qui se passe. Donc, il faut lever le frein symbolique. Pareil pour les gens qui vivent même déjà en couple. Faisons en sorte que, comme on l'a fait pour l'accouchement, que la méthode contraceptive soit gratuitement offerte. Ça va contribuer un tant soit peu à réduire l'incidence des grossesses non désirées, donc à réduire donc les complications d'avortement provoquées clandestins, tout en reconnaissant que une relecture de cette loi peut être faite avec donc l'ensemble des parties prenantes pour voir dans quelle mesure on peut encore élaborer des lois utiles pour les Burkinabés. Mais vous pensez que tous ces cas d'avortement clandestin, c'est des femmes qui n'ont pas accès à la planification familiale? Beaucoup, c'est un échec de la contraception. Beaucoup, mais il y a des femmes également qui ont accès, mais qui refusent. Non, même qui ont accès et qui ont la grossesse non désirée. Moi, j'ai eu un cas avant-hier. Voilà, je lui ai placé un stérilet normalement. Et il est revenu avec le test positif. Qu'est-ce que je fais? C'est un échec de contraception. C'est un échec de contraception. Mais l'État n'a pas prévu de gérer ça. Tout ce que je vais lui dire, madame, heureusement d'ailleurs que son dernier enfant a 15 mois. Donc voilà. Sinon, si je suis devant un échec de contraception, ce n'est pas le cas le plus fréquent, hein, mais c'est pour dire qu'est-ce qui est prévu dans ces situations-là. Si toutefois la femme me disait, docteur, je ne veux pas cette grossesse ou je vous intente un procès. Oui. Voilà. Justement, ça c'est extrêmement important parce que il faut pas. Ce qu'il faut éviter, c'est de croire que les gens prennent le risque de tomber enceinte parce que de toutes les façons je pourrais avorter. C'est pas vrai. Quand vous regardez la panoplie des moyens qu'elles utilisent
pour atteindre l'avortement. Pour avorter. Vous vous imaginez tout de suite que c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement, c'est une détresse. Il n'y a aucune femme qui va se dire, oh, bof, de toutes les façons, même si je tombe enceinte, je peux avorter. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il faut déjà qu'on campe cela comme principe. Maintenant, ce que je voulais aussi relever, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on nous sautions les autres étapes qui doivent nous aider aussi. Il y a les moyens contraceptifs, mais il y a toute la société. Les gens disent, oui, que fait l'État? Oui, mais que faisons-nous? Que faisons-nous, nous, individus? C'est ça, parce que c'est nous que ça affecte directement. Mais ça fait combien de temps qu'on parle de l'État? Est-ce que vous n'en avez pas assez marre maintenant? Oui, non, c'est vrai. D'attendre l'État qui ne vient pas. Qui ne vient pas, qui ne viendra jamais. Nulle part, l'État n'est venu. Pas même dans les pays développés, l'État n'est venu. Nous allons découvrir à présent le deuxième lot de questions avec Viviane Tiendrebego. Il y a eu beaucoup de contributions des téléspectateurs. Monsieur Kamboussier Félix pense que tous, autant que nous sommes complices ou nous avons pratiqué l'avortement clandestin sans le savoir. Il pense que celles qui avortent sont souvent poussées par leur entourage et que beaucoup n'ont pas le choix. Il espère donc que l'émission va amener chacun à changer de comportement pour que le taux de grossesse non désirée et donc d'avortement diminue au Burkina Faso. Monsieur Ouedraogo à Banfora a une proposition par rapport à l'avortement. Il pense qu'il faut sensibiliser les jeunes filles à l'utilisation des méthodes contraceptives. Monsieur Lankwande Afada pense qu'au lieu de parler d'avortement clandestin, il est plus judicieux de parler de comment il faut éviter les grossesses non désirées. Il demande quel est votre avis, si vous êtes du même avis que lui. Monsieur Bazi Atenkodgo estime que ceux et celles qui s'adonnent à l'avortement, qui pratiquent l'avortement, sont connus de tous dans la société et que personne ne les dénonce. Qu'est-ce que l'État peut faire pour interdire de pratiquer les professionnels que l'on sait être engagés sur cette voie et de tous ceux qui aident les femmes à avorter et qui sont connus? Monsieur Koudougou Aboulsa voudrait savoir s'il y a un comité d'éthique au niveau national sur la question et si oui, quelle est la réponse de ce comité-là vis-à-vis de cette problématique des interruptions volontaires de grossesse. Monsieur Dera Rasmane de Ouaga souhaite bon vent à Santé Mag et sa question c'est comment se fait la prise en charge des femmes qui avortent puisque on voit que de plus en plus la prise en charge des femmes est gratuite. Est-ce que les agents de santé ont le droit de dénoncer une femme qui est venue à eux avec des suites d'avortement clandestin? C'est tout pour les questions des téléspectateurs. Donc, deuxième lot de questions des téléspectateurs. Cette remarque, ce téléspectateur pense que nous sommes tous, autant que nous sommes coupables ou complices d'avortement clandestin. Donc, ça, c'est votre opinion. Vous êtes d'accord avec... Je pense que c'est parce que on n'applique pas la loi. Parce que c'est l'entourage, la personne dit que l'entourage, en tout cas, contribue beaucoup. Si on appliquait la loi dans toute sa rigueur, peut-être qu'il allait avoir peu de gens dehors. Parce que celui qui est au courant, qui n'a pas dénoncé, est coupable, c'est un complice. Celui qui a conseillé est un complice. Celui qui a fourni les moyens est un complice. Celui qui l'a pratiqué. Donc si on appliquait la loi dans toute sa rigueur, on peut retrouver toute une famille en prison pour ça. Et le médecin qui a pris en charge les complications, oui, lui sans aussi, dénoncer, lui aussi... S'il sait qu'il y a eu de l'avortement clandestin,
et qu'il n'a pas dénoncé, lui aussi, il est poursuivable. Donc, vous voyez, ici, on se retrouve dans la logique de la répression pour répression. Je ne pense pas qu'on va pouvoir résoudre cette question. Parce que ça va toujours exister. Et ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Maintenant, on a parlé des contraceptions, éviter les grossesses. Aujourd'hui, j'ai parlé au professeur des pilules du lendemain. La contraception d'urgence. Qui en parle? Même dans les formations sanitaires, c'est un tabou. Il y a beaucoup qui ne veulent pas en parler. Or, si par exemple, il le faut, et ça coûte combien? Vous ne pouvez pas, comme celles ou celles qui ont recours donc à l'avortement clandestin n'ont pas les moyens d'aller payer un contraceptif d'urgence. Or, si ça, le franc symbolique dont le professeur en a parlé, là-bas même, c'est même pas un franc symbolique, c'est une fortune pour certaines personnes. Il suffit de mettre ça aussi à la disposition des gens et nous n'aurons pas aussi d'avortement clandestin, puisqu'il n'y aura pas de grossesse. Si en tout cas les gens en font usage, toutes les fois qu'elles ont eu une sexualité à risque, en font usage, aujourd'hui le problème est réglé. C'est comme ce qu'on le fait avec, dans le cas de la lutte contre le sida. Lorsqu'il y a des cas comme ça, bon voilà, on vous met directement sous ARV en attendant. Et on peut le faire aussi avec les grossesses individuelles. Donc il y a eu des propositions pour sensibiliser, il faut sensibiliser les jeunes filles à utiliser les méthodes de planification familiale et puis en tout cas sensibiliser pour qu'elles sachent comment éviter les grossesses. Bon, il y a ce téléspectateur qui estime que ceux qui s'adonnent à l'avortement sont tous connus dans la société. Donc, qu'est-ce que l'État peut faire pour interdire la pratique? Et bon, on revient au même problème. Donc, Dr Guéla a dit de ne pas attendre l'État, chacun n'a qu'à s'assumer, que l'État ne vienne dans la... Okay. Le comité d'éthique au niveau national sur la question. Je ne crois pas que le comité d'éthique a été saisi pour la question. Ils sont là. Je pense que la société civile ou n'importe quelle couche peut saisir le comité d'éthique et demander un avis. Est-ce que la prise en charge des femmes qui avortent, est-ce que cela est pris en compte? Est-ce que cela est fait gratuitement? Ça fait partie. Les complications, ça fait partie. Parce que c'est la santé prise en maternelle, charge, on ne pénalise pas. Ah oui, ça fait partie. Hein, c'est éligible. Mais comme on aime le dire, mieux vaut prévenir que guérir. Parce que l'État dépensera encore plus d'argent pour traiter les complications que pour prévenir la grossesse. Donc, autant donner une plaquette de pilules à 100 francs pour prévenir la grossesse, pour mettre des moyens jusqu'à la dialyse pour s'en occuper. Voilà. Donc, nous allons revenir les conséquences d'un avortement clandestin rapidement, professeur Ouedraogo. C'est dramatique, c'est du plus simple jusqu'à la mort. Et la mort dans un état pitoyable après des séances de dialyse et d'insuffisance hépatique. Et ça, tous les jours, on envoie ça, quitte le cadre même de la maternité et ça finit en néphrologie ou en médecine interne, hépatonéphrite, et vous mourrez dans un état pitoyable. Docteur Guéla, qu'est-ce qui freine l'accès des femmes au planning familial? Selon votre étude, qu'est-ce qui ressort? Oui, il y a beaucoup de facteurs, hein, y compris même chez les prestataires. Hein, il y a encore des prestataires qui sont réfractaires, qui mettent leurs propres barrières à l'accès à certaines femmes, par exemple, notamment les jeunes filles. Moi, je comprends bien qu'on est dans une société où la sexualité n'est pas permise, mais à partir du moment où la jeune fille, je ne justifie pas son cas, mais si elle ne peut pas s'abstenir, il faut lui permettre d'accéder à la contraception. L'idéal, c'est l'abstention. Et là, je reviens pour dire qu'on nous en voudra de quitter ce plateau-là sans justement insister sur ce cas-là aussi. Pourquoi on ne peut pas... Parce que c'est pour cela que je dis, ça suffit de vouloir attendre tout de l'État. Qu'est-ce que nous faisons de nos filles pour qu'elles n'entrent pas tout de suite en sexualité? C'est ça. Qu'est-ce que nous faisons avant maintenant de réclamer, avant de réclamer qu'elle ait accès à la contraception? Il y a d'abord un travail que nous devons faire nous-mêmes pour qu'elle ne débute pas, elle débute sa sexualité le plus tard possible. On sait que c'est difficile, mais qu'est-ce que nous faisons déjà à notre niveau
pour que cela n'arrive pas. Donc, je pense que c'est cela, avant maintenant de poser le problème de l'accessibilité de la PF, qui a beaucoup de facteurs. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour... Nous sommes pris par le temps. La dernière question, on va faire rapidement un tour de table, succinctement, vos réponses. Quelles solutions pour réduire les grossesses non désirées par ricocher les avortements clandestins et quelles peuvent être les implications en termes de politique sanitaire? Nous allons commencer, Monsieur Assaba. Rapidement, s'il vous plaît, on est... Comme solution, il y a d'abord l'éducation sexuelle. Parce que si on n'a pas l'information, on ne peut pas décider sur la base d'un raisonnement clair. Au-delà de l'information, il faut travailler à mettre en place des services conviviaux, surtout pour les adolescents et les jeunes, pour que les prestataires de santé qui s'y retrouvent soient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus accueillants lorsque les adolescentes viennent pour demander un service de planification ou en santé sexuelle et reproductive. Il faut aussi travailler à faire des parents et des chefs coutumiers religieux des parties prenantes. Parce qu'on a beau communiquer à l'endroit des adolescentes et jeunes, ces adolescentes ne sont pas responsables d'elles-mêmes. Et nous sommes dans une société où vraiment on a la pression sociale qui existe. Donc, il faut travailler vraiment à ce que les parents puissent encourager aussi les enfants à rechercher l'information et à adopter, n'est-ce pas, des comportements sexuels sains. Ok, Monsieur Kéré. Ce que je peux dire, la prison n'est pas véritablement la solution pour ce problème. Et tant que nous allons mettre l'accent sur la répression, nous allons nous retrouver toujours avec des avortements clandestins. D'accord. Docteur Guela? Oui, je pense que j'ai plus ou moins déjà anticipé en disant qu'il faut que nous nous les saisissions au niveau de la société. Ce n'est pas seulement le cas de l'avortement. Mais sinon, on va se réveiller un jour pour parler comme le professeur Laurent Badou qui dit que les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Mais c'est vrai, parce que c'est sérieux. Qu'est-ce que nous faisons chacun à notre niveau? Et c'est très important que nous puissions nous ressaisir et que chacun joue fasse sa part. Oui, c'est extrêmement important. Prenez le cas de vous, oui, c'est pas seulement ça. L'incivisme. Il n'y a qu'au Burkina qu'on voit des policiers avec des armes de guerre pour faire respecter le feu rouge. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, si nous continuons comme ça, tous les phénomènes vont s'entrechoquer un jour et puis on ne va pas sortir. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut qu'on se ressaisisse. Le professeur Ouedraogo. Merci. Alors, mon mot, ça sera attirer l'attention de toute la société sur l'éducation de la jeune fille et des adolescents. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Nous devons revoir nos rituels dans l'éducation des filles. Et aussi au niveau donc des détenteurs d'enjeux gouvernementaux, c'est de mettre un accent sur ce phénomène qui pose problème, rediscuter sur la table, faire des concessions, faire tomber donc l'ensemble donc des rideaux et discuter franc avec tout le monde, car nous sommes dans un État laïque. Un État laïque doit servir tout sur un plateau et toujours prendre des mesures qui servent au maximum et qui vont profiter au maximum de population. Donc c'est vraiment mon mot, attirer l'attention de chaque partie prenante sur cette question et c'est plus que jamais nécessaire de poser ça sur la table. Des propos qui vont donc servir de conclusion à cette émission. Merci d'avoir suivi ce Santé Mag. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises,